En 2018, des accusations sexuelles impliquant des membres de l'équipe junior canadienne de hockey avaient été portées. On a eu le résultat du procès en 2025. Ils ont été acquittés. J'aimerais qu'on parle de ce sujet-là, mais qu'on parle surtout du consentement en 2025. Et pour ça, on accueille le sexologue François Renaud. C'est une nouvelle qui a choqué beaucoup de gens, qui a surpris beaucoup de gens, mais là, je ne vais pas aller dans l'aspect juridique, ce qui n'est pas ta force, ni moi non plus. Probablement qu'un juriste pourrait expliquer, c'est compliqué, blablabla, genre, aller pas en procès, c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être pas ça qu'il dirait, là, mais je suis curieux, par contre, parce que, bon, on parle d'une année... d'histoire qui s'est passée en 2018. On parle de plus en plus de l'éducation qu'on fait aux jeunes joueurs de hockey, mais aux jeunes en général par rapport au consentement. Moi, j'ai 43 ans, ça fait longtemps que je suis avec la même blonde. Le consentement, c'est important dans le couple aussi, là, je sais, mais j'ai plus ces enjeux-là d'aller cruiser d'un bar et de vérifier le consentement de l'autre. Je me demande comment ça se passe, ça, en 2025. Est-ce que ça a progressé? Ma question est très longue. Est-ce que les jeunes se demandent vraiment « veux-tu avoir une relation sexuelle » Est-ce qu'ils verbalisent? Comment ça se passe? Je pense que ça a été aussi polarisé avec tout le mouvement MeToo. Fait que je pense qu'il y a des gens qui, surtout les hommes, se sont mis parfois à comme reculer, puis là, avoir peur de ne pas savoir comment réagir. Moi, j'entends des fois là, des femmes qui vont dire là, on me demande la permission pour tout, puis c'est comme fatigant. Ouais. Pendant la relation sexuelle, là, je peux-tu toucher le sein, je peux-tu toucher la vulve, je peux-tu faire ça? Puis là, ils sont comme, OK, mais on peut-tu aussi pas demander une question à chaque fois? Puis il y en a d'autres qui, au contraire, se sont dit, mais là, franchement, c'est un peu ridicule. Là, il faut demander la permission, il faut signer un contrat. Fait que tu as comme ces opinions-là un peu polarisées. Ceux qui font très attention et ceux qui sont en réaction par rapport à ces nouvelles... C'est ça. Puis ça, je pense que c'est ce que tu vas entendre souvent dans les médias, là, cette vision-là un peu polarisée. Puis je pense que tu as des gens, évidemment, dans le milieu qui se sont remis en question puis qui se sont ajustés. D'un bord ou de l'autre. Oui, parce que le consentement, je veux dire, ça peut être une entente tacite, mais genre, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus allumés à vérifier. Je pense que là, c'est clair qu'elle a le goût. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas avant, où elle est intoxiquée, elle ne peut pas donner... ça c'est ça. Je pense qu'il y a eu ce genre de réflexion-là, de comme effectivement, quelqu'un qui est sous l'effet d'alcool, peut-être pas une bonne idée, tandis qu'avant, c'était comme, tant mieux. Ah, pas dit non. Ça va être plus facile. C'était comme suffisant. Ça va être plus facile. Puis là, les gens, je pense, vont regarder davantage un peu les signes non-verbaux de comme, OK, mais est-ce que j'ai l'impression que l'autre personne a du plaisir ou comme lui ou elle fait absolument rien puis fait un peu l'étoile, comme on dit. C'est peut-être un signe que l'autre est une position très à la mode dans les années 90. Tout à fait. C'était même, il y avait des jokes de ça, elle faisait l'étoile, tabarnak. Si tu dis ça, qu'est-ce que tu penses qui se passait? On n'en était pas conscient, mais je n'étais pas humoriste des années 90, j'ai pas fait ces blagues-là. Mais moi, je le vois, tu as parlé de l'aspect du couple, mais ça, moi, je le vois beaucoup dans les couples. Puis je trouve que ça a changé dans les dernières années où avant, moi, je parle beaucoup du concept du sexe par pitié dans les couples, où tu offres finalement de la sexualité que tu veux pas avoir. Puis souvent, la partenaire ou le partenaire qui a moins de désir va offrir ça. Puis souvent, l'autre va comme feindre un peu qu'il l'a pas vu. Puis quand je commence à questionner puis pousser un peu la question, finalement, volontaire. C'est ça. Puis souvent, la réponse à la personne, c'est ouais, mais là, si j'accepte pas ça, j'aurai rien. Bien, il y a d'autres problèmes derrière, en fait. C'est ça, mais ça, je l'entends de moins en moins. OK. Dans les 5 dernières années, j'entends moins en moins les couples me dire ce genre de choses-là. Ils ont trouvé une solution ou ils font juste plus l'amour puis ils ont fait leur deuil? Ils font plus l'amour. C'est plus comme si l'autre n'est pas intéressé, ben ça me tente pas d'avoir une relation sexuelle. Tandis qu'avant, j'entendais beaucoup plus le discours que j'ai dit précédemment. Je l'entends encore. Mais une partie du problème est réglée, mais le couple va encore... ils vont encore consulter. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution, mais au moins, ils ne se violent plus. C'est ça qui est positif. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça se peut dans un couple. C'est comme récent là, qu'on accepte que ça se peut du viol conjugal. On dirait qu'on n'en parlait pas avant, mais ça se peut. Oui, effectivement. Je pense que c'est en 1984 ou 87 que la loi est sortie, mais les mœurs par rapport à ça, même si c'est rendu illégal, il y a encore la forte pression de comme, un couple, il faut que ça baise. Donc, mais est-ce que c'est... Mais c'est ça, c'est intéressant parce que le sexe, c'est-tu différent de d'autres activités? Parce que dans un couple, on fait d'autres activités qu'on n'a pas le goût de faire, tu sais. Non, mais tu comprends? Oui. Non, mais je veux dire, c'est ça pareil, c'est des compromis être en couple. Il y a des affaires qu'on fait. Je ne veux pas tomber dans les jokes de pommes, là, mais Chris, c'est pas tant que ça envie d'y aller. Là. mais oui, t'as pas entièrement raison. Mais est-ce que le sexe est différent d'une autre activité? Je sais pas. En quelque sorte, oui. Je pense que c'est à un autre niveau, parce que là, on parle vraiment des fois comme d'une intégrité corporelle versus, comme aller
pogner des pommes dans les arbres, c'est pas la même affaire. Oui, mais je sais en passant. Là. mais il y a quand même ce débat-là. Tu sais, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est par rapport comme au ménage, par exemple. On n'a pas tous le même niveau de vouloir faire du ménage. Ouais. Puis le simple fait que quelqu'un a un désir met une pression sur quelqu'un. Même si je ne suis pas coercif dans mon besoin ou mon désir, puis que je ne l'ai même jamais été. Comment ça s'exprime, le désir de ménage? J'ai le désir que tu fasses du ménage. Mais je te donne l'exemple. Ouais. Je suis en train d'écouter la télé, puis mon conjoint ou ma conjointe est en train de faire le ménage. Tu as une pression de faire comme impossible, je le vois pas, moi. Non, tu le vois. C'est ça, peut-être que tu le vois pas. Parce que t'écoutes pas des choses assez intéressantes à la télé, parce que moi, mais souvent, les gens, ils vont dire, ils sentent la pression d'aller répondre simplement, ou quelqu'un, tu sais, qui va s'occuper de l'enfant. Puis il y en a, effectivement, qui vont s'en foutre, vont faire comme, ben moi, je fais mon affaire, puis deal avec tes affaires. Mais il y a une pression où, tu sais, quelqu'un fait juste dire, on fait-tu telle activité? La difficulté de dire non, parce que souvent, les gens réagissent mal quand on répond pas à leurs besoins ou leurs désirs. Puis les gens vont mal réagir. Puis on peut faire un parallèle par rapport à comme juste l'affection aussi, tu sais, qui est pas de la sexualité, mais qui s'y apparente. On va souvent avoir l'impression que, par exemple, on peut dire non à de la sexualité, c'est maintenant devenu plus socialement acceptable, mais de dire non à de l'affection, quelqu'un qui veut donner ou recevoir de l'affection, tu es comme non, ça me tente pas en ce moment, ça passe moins bien. Fait qu'il y a encore une pression sociale par rapport à ça. Puis c'est légitime de dire, par exemple, ou c'est pas légitime, où on remet en question quelqu'un qui dit, ben moi je suis pas satisfait dans mon couple, il y a pas assez de sexualité, je veux quitter. On est comme vraiment. Ça. On juge ça, oui, vraiment. Juste ouais, pour du sexe, tu vas quitter notre relation ou tu as quitté ta relation pour la sexualité. Mais de dire, hey, j'ai pas assez d'affection dans mon couple, ça, c'est légitime de quitter. Ou de ménage. Oui, effectivement. Fait qu'il y a des raisons légitimes et non légitimes. La personne qui jugerait pas avoir assez de sexe, on la juge comme problématique ou c'était weird, c'est exagéré, c'est pas, mais c'est un besoin. Ou répond à tes besoins affectifs autrement que par la sexualité. Okay. Mais ça se peut que la personne ait un problème. Mais ça, c'est intéressant, les couples juste mal matchés, tu sais, côté niveau sexuel. Puis c'est horrible quand tu y penses, là. Mais souvent, au début, il y a de la souffrance des deux côtés. Oui, là. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est ce que j'explique quand les gens viennent me consulter par rapport à ça. Peu importe dans laquelle position tu vas te retrouver, que tu sois le partenaire ou la partenaire qui a plus de désir ou moins de désir, c'est poche. C'est poche, oui. La personne qui a moins de désir, il faut qu'elle rejette comme constamment, elle sent constamment la pression, il y a la crainte de l'infidélité, de la rupture, de l'insatisfaction constante de l'autre personne. Puis là, si quelqu'un, par exemple, réagit mal par rapport à ça, mais il y a de la bouderie, il y a de la coercion, etc. Et comme sexologue, là, c'est-tu la rupture, la solution à ça? Ou il faut trouver un entre-deux? Ou l'entre-deux, c'est un peu chacun se faire violence? Ou c'est genre, qu'est-ce qu'on... Tu sais, globalement, généralement, là, un couple, il dit, moi, je veux 7 relations par semaine. L'autre, elle dit, moi, 1 fois par mois, ça serait suffisant. Ou le gars voudrait 1 fois par mois. Est-ce que tu dis, vous n'êtes pas fait pour aller ensemble? That's all? Non, parce que souvent, en fait, le fait qu'il y a une différence qui se fait dans le couple, parce qu'au début, souvent, il y en a moins ou il y en a est quasiment invisible, mais la différence, elle est inévitable. Puis souvent, les gens gèrent mal cette différence-là, puis parfois, elle n'est pas si grande que ça, mais parce qu'on la gère mal, elle s'amplifie. OK, à cause des colères, puis tout. La colère, la pression qu'on se met, les enfants, le stress, etc. Puis ça fait ressortir parfois plein d'insécurités sexuelles. Peut-être que les deux sont pas à 1 mois puis 7 par semaine. Mais, souvent, c'est ça que ça donne, mais comme ça devient un sujet conflictuel, puis on n'en parle pas. On n'en parle pas, on tombe souvent dans des routines sexuelles, on est souvent axé sur comme, donner un orgasme, recevoir un orgasme. C'est pas si pire que ça dans la vie. Là. Non, effectivement. Mais parce qu'au début d'une relation, c'est très valorisant de donner un orgasme. Après 5-10 ans, t'es comme, putain, valorisé en t'en donnant un. C'est vrai? Oui. C'est moi le nono qui donne encore des orgasmes après 21 ans? C'est pas... Tabarnak, c'est pas valorisant. Su qu'on peut arrêter. mais pour de vrai, tu me choques. Là, non, mais les gens, à un moment donné, sont comme, tu sais, donner un orgasme à une nouvelle personne, c'est excitant. Donner un orgasme à quelqu'un que tu fais longtemps que tu connais, c'est moins intéressant. Par contre... je suis pas sexologue, mais je ne suis pas d'accord. Ouais. T'es peut-être encore à ce stade-là, je sais pas. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais ça m'étonne quand dans ça, ils font quoi de bord? Mais c'est parce que les gens, éventuellement... Ils se gossent, expliquant qu'ils trouvent ça fait assez longtemps, ils arrêtent? Non, c'est que le sens de la sexualité ou l'intention que tu donnes à la sexualité doit changer. C'est que si ton but est tout le temps de donner un orgasme, les gens, souvent les femmes, se lassent de ça, beaucoup plus que les hommes. Puis ça peut être l'inverse, mais les femmes se lassent beaucoup plus facilement de comme juste se donner un orgasme ou s'échanger un orgasme. Un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond dans les relations sexuelles, une intimité qui n'a jamais vraiment été là. Puis pour moi, quand les gens viennent me voir, la première chose que je leur dis, vous êtes exactement où vous avez besoin d'être dans votre couple.
C'est chiant, c'est plate cette étape-là, mais elle est nécessaire, mais c'est le tremplin vers une intimité plus profonde. Là, vous avez atteint le maximum de qu'est-ce que vous pouvez atteindre à juste vous donner des orgasmes. Mécaniquement. Okay, souvent, quand je nomme comment que les gens font l'amour, j'ai dit, ce que vous me dites là en ce moment, c'est que... Et les gens te disent comment ils font l'amour? En très grand détail. Oui. Jusqu'à ce que les gens pensent pendant une relation sexuelle. Hein? Puis ils disent ça chacun de leur bord ou les deux là présents? Les deux là en présent. Hein? Ouais. C'est impossible que j'aille dans une thérapie de sexe. Parce que c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est ce qui détermine principalement ta satisfaction que tu vas avoir. Fait que si tout le long, là, je suis en train de faire une relation sexuelle, puis là, je fais une fellation, puis là, je suis pas bien, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, ça prend plus de temps que d'habitude, il me semble qu'il bande plus mou que d'habitude, il me semble que ça prend plus de temps. Hey, je suis encore assez belle pour lui, puis là, l'autre qui est comme, je bande plus, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça fonctionne moins bien. Fait que là, les gens sont plus dans une dynamique qui est agréable et plaisante. Fait que moi, ce que je les amène à faire, c'est réaliser qu'ils sont dans cette dynamique-là. Puis souvent, les gens vont dire... Recréer le canal de communication, puis parlez-vous. Toi, tu es comme un peu la troisième personne, fait comme, hey, parlez-vous. Puis des fois, on a besoin de juste casser la glace pour que les gens se parlent. Ça, je comprends. Mais souvent, les gens se parlent de façon non verbale, mais ils veulent pas tant admettre ce qu'ils se disent. Donc, tantôt, je parlais du sexe par pitié. Souvent, les gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans du sexe par pitié. Tout le monde est au courant, mais il n'y a personne qui veut le verbaliser. Ben, ou c'est normalisé, ou ils se disent c'est ça, puis c'est le même pour tout le monde. Oui, exactement. Ou on n'a pas le choix, ou c'est ça qu'on va avoir. Puis, tu sais, la sexualité, ça diminue. Puis moi, ce que je leur dis, c'est que, ben, en fait, tu as l'opportunité d'avoir d'autres choses. Mais effectivement, il faut commencer à travailler vos insécurités, puis toutes les dynamiques malsaines dans lesquelles vous avez rentré. Il faut redéfinir comment qu'on rentre dans la sexualité, avec quelle intention, d'être beaucoup plus dans la présence, de regarder plus la vibe, l'attitude que tu vas avoir que juste est-ce que je fais la bonne séquence sur ton corps pour que tu aies un orgasme. Puis souvent, les gens... Elle existe-tu, cette séquence-là, dessus quelque part? Oui. Ah oui, c'est vrai? Oui. Wow, mais les gens... Elle est imprimée quelque part, là, genre, on peut... Non. Faut que oui, c'est ça. C'est comme les étapes de se laver les mains dans les toilettes, là, mais genre les 4 étapes de l'orgasme. Comme, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais souvent, en fait, les gens, c'est parce qu'ils la connaissent, la recette, puis ils la trouvent plate. Oui, c'est vrai. C'est que c'est comme, je sais que t'aimes ça, puis je sais que t'aimes ça, puis je sais que t'aimes ça. Puis inversement, tu vas me faire la même affaire, puis à un moment donné, c'est comme, on est comme sur la chaîne Ford, là. Je fais toujours un peu la même affaire, je tourne le même boulon, puis t'arrives à avoir ton orgasme. Là, ça devient trop personnel. Parle trop de moi, là, fait que là, on va changer de sujet. Non, mais OK, t'as abordé le sujet de la fidélité parce que je voulais en parler. C'est la première chose que, quand j'ai communiqué avec toi, c'est ce dont je voulais parler. C'est cette nouvelle de Coldplay, en fait, qui a fait le tour du monde. Puis on dit souvent viral, mais c'est pas réellement viral. Mais ça a été vraiment viral pour de vrai, là. Ça a comme une traînée de poudre. Ce couple en Angleterre, c'était à Londres, hein? C'est un couple d'Anglais privilégiés. Les deux, je pense, un CEO, puis l'autre qui est l'assistante ou quelque chose. Fait que les deux ont... fait que les deux gagnent bien leur vie, sont pris pendant un concert de Coldplay sur le Jumbotron en train de danser ensemble. Puis là, tu vois le gars fondre parce qu'il réalise que tout le monde le voit. Puis c'était de l'infidélité. C'était un couple qui était chacun... c'était un duo qui était chacun en couple avec des enfants. Et moi, je voulais te demander, qu'est-ce que ça vient chercher chez les... Pourquoi ça a autant intéressé les gens? Qu'est-ce qui vient chercher les gens dans ce genre d'histoire-là puis d'infidélité quand... Là, je sais que je vais sonner un peu peut-être étrange, puis j'essaie d'écrire un numéro sur l'infidélité depuis un certain temps, puis ça marche pas parce que personne n'embarque dans mon idée que c'est pas si grave que ça. C'est ça ma prémisse. Ben oui, c'est ça. Ben, j'ai pas trouvé. Non, mais puis c'est pas pour me dédouaner, c'est pas par rapport à ça. Je fais juste comme pourquoi on a élevé ça à une espèce de la plus grosse trahison, le crime genre cardinal, l'infidélité. Je cherche à comprendre. Je pense que dans cette situation-là, ça a pris une ampleur parce que je pense que c'était un peu humoristique. Aussi, bien sûr. La réaction de ces gens-là. Mais tu te regardes dans les médias, les célébrités, aussitôt qu'il y a une infidélité, là, ça sort dans les magazines et tout ça. Mais c'est quelque chose qui vient profondément chercher les gens parce que c'est comme un bris de confiance, mais ça vient profondément atteindre aussi ton estime personnelle. C'est comment as-tu me faire... voyons. Comment as-tu... Est-ce que tu... Oui, as-tu pu, merci, me faire ça? Et toute la question de... Mais pourquoi? Puis qu'est-ce que ça veut dire de moi? Fait que c'est très dévalorisant. Puis même au niveau des recherches... Je pose la question, pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Non, pourquoi c'est dévalorisant? Pourquoi ça affecte notre estime de soi? Par rapport à... Tu sais, je sais, là, mes comparaisons ne sont pas toujours excellentes, mais je veux dire, quelqu'un qui t'avait... Je le disais sur scène, tu sais, mettons, ton chum, il te dit « je bois plus » ou ton chum, il te dit « je joue plus », puis tu apprends qu'il va au casino dans ton dos, tu le laisses-tu? Puis là, le monde faisait comme non. Mais pourquoi s'il te trompe, tu le laisses? C'est la même trahison, là? C'est pas différent?
Il t'a menti, oui, il joue dans ton dos. Mais tu as la trahison, mais tu as l'aspect de... c'est dévalorisant socialement, en fait, se faire tromper. C'est dévalorisant juste par soi-même de comme, tu m'as remplacé par quelqu'un. Ce que tu n'auras pas, par exemple, par rapport au jeu ou le fait que tu m'as simplement menti. Oui, il y a le mensonge, mais il faut que je redéfinisse aussi toute notre histoire. Fait que là, c'est comme, hey, à notre anniversaire, là, quand tu textais, là, à qui tu textais finalement quand tu as comme flippé Fait un souvenir qui était initialement positif, soudainement ne le devient plus. Et donc, je dois redéfinir, en fait, non seulement notre histoire, mais comment moi, je me suis identifié dans cette histoire-là. Fait que c'est là que ça va venir jouer de façon différente que d'autres types de mensonges. Mais tu as raison, effectivement, qu'on ne devrait pas se définir à travers d'une infidélité. Fait que quand les gens viennent me consulter, soit individuellement ou en couple, la personne qui s'est fait tromper, je vais lui demander, mais pourquoi tu te laisses définir par des actions de quelqu'un d'autre? Mais c'est tellement... c'est comme naturel ou normal qu'on le fait de cette façon-là, mais c'est d'amener effectivement la personne qui a été trompée à arrêter de se définir à travers l'infidélité de l'autre. Parce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des couples où il y a des gens, hommes comme femmes, qui sont au courant de l'infidélité de l'autre, ils ferment les yeux, puis tant que ça ne devient pas connu ou médiatisé ou public, ils dealent avec ça, puis quand ça devient public, là, ils ont le sentiment de perdre la face, et là, ça devient grave, et la rupture. Je donne un exemple. Si tu sors avec un joueur de hockey, ben c'est ça. Il y a des bonnes chances. Non, mais je veux dire, puis tu vois des couples, genre, il se fait pogner avec une fille à Phoenix, puis là, la femme, elle laisse. Ouais, mais c'était le deal, là, tu sais, vous le saviez depuis longtemps. Ben, je pense. Je sais pas si le deal est écrit ou tacite, mais ils sont tous infidèles, les joueurs de hockey, je pense. Je veux pas me mettre à dos les joueurs de hockey. Non, mais c'est un préjugé, mais ils sont. Oui, c'est un gros préjugé, là. Ouais. Mais. mais je pense qu'effectivement, il y a la perte du. Il y a souvent des signes qui sont là, puis qui sont peut-être pas avant-coureurs, où souvent les gens vont accuser leur partenaire féminin ou masculin de quelque chose, puis ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont le nier. Puis là, c'est comme, la preuve n'est pas assez solide pour vraiment le démontrer. Mais quand ça sort dans Hockey 333... C'est ça. Mais effectivement, il y a l'humiliation sociale. Puis il y en a effectivement qui savent que leur partenaire, puis tu n'as pas besoin d'être un joueur de hockey ou une personne célèbre. Des fois, les gens d'autres gens qui trompent aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu as bien des gens, effectivement, qui sont au courant de l'infidélité, le laissent passer pendant des années. Puis là, quand ça sort, là, ça vient vraiment les déranger, tu sais. Ou les gens vont... Ben, moi, je m'amusais parce que là, dans ce numéro-là, je posais des questions aux gens, là. Mais, tu sais, ton chum ou ta blonde te trompe une fois en Indonésie avec quelqu'un que tu sais que tu ne reverras jamais de ta vie, qui ne reverra jamais de sa vie, puis que personne ne le saura jamais au Québec, le laisses-tu? Puis le monde faisait comme, ben non. Fait que c'est fascinant, tu sais. Il y a de quoi, mais si c'est avec la voisine... Ben, la voisine, c'est un peu proche. Peut-être un peu plus loin. Mais peut-être pas quelqu'un que tu vois chaque jour, mais tu sais, si c'est avec quelqu'un que tu sais que la gang du bureau le sait et patine dans ton dos, là, ça devient 10 fois plus grave. Mais je trouve ça intéressant. La gravité de l'infidélité est grandement déterminée par le sens qu'il va avoir. Ouais. Effectivement, la personne en Inde peut ne pas vraiment beaucoup déranger tant que ça, mais effectivement, quelqu'un proche, est-ce que ça s'est fait dans notre lit? Est-ce que tu le regrettais? C'est quand est-ce que tu m'as menti par rapport à ça? Dans quelles circonstances ça s'est passé? C'était-tu le jour de notre mariage, par exemple? Ça n'a pas le même sens qu'on était dans un bar, on s'est frenché, on s'est un peu touché dans les toilettes. Mais par contre, il y en a qui vont davantage réagir à ça parce qu'ils vont dire « Hey, pour genre quelqu'un que tu connais même pas, un étranger... Ouais. » Pour quelqu'un de laid. Non, mais je veux le voir. Je veux le voir. Il ressemble à quoi? Oui, mais, OK, il est beau. C'est correct. Mais le fait d'avoir comme ruiné la relation pour quelqu'un que tu connais même pas, des fois, les gens sont comme, j'aurais préféré que ça soit comme quelqu'un que tu connais ou que tu es en amour avec, que genre juste pour du cul. Comme sexologue, quand on rencontre un couple qui a de l'infidélité, est-ce que c'est nécessairement un deal breaker? Encore là, qu'est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on voit si c'est une erreur qui est arrivée une fois ou si c'est un pattern? Est-ce que tu minimises ça ou tu sais... Parce que ce qu'on dit, c'est que socialement, c'est très dévalorisé et tout, mais est-ce que tu dis comme, non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu fais mon numéro? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que tu l'as... Ben, je vais m'en inspirer, mais généralement, tu as 3 scénarios qui vont se passer. Soit les gens vont comme immédiatement mettre fin à la relation, c'était comme une trop grande trahison, c'était un deal breaker. Fait qu'ils seront pas chez toi pour ça. Ben, des fois, ils vont venir, puis comme assez rapidement, c'est vers ça qu'on se dirige, puis ça fait partie de la thérapie de comme, est-ce que tu es prêt à accepter aussi la situation? Des fois, les gens vont juste comme
se réconcilier, mais il n'y aura pas d'acceptation, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de réparation. Ça fait un beau couple d'amour. Exactement. Fait que là, c'est comme... On en connaît des comme ça. On ramène toujours ça sur la table. Oui. L'autre va peut-être être infidèle à son tour par vengeance. Tout et rien est une raison de ramener cette situation-là sur la table. Puis il y a des gens qui vont, au contraire, grandir de cette situation-là. Donc, comme tantôt je disais, les gens qui se retrouvent à avoir moins de désir ou être dans un creux sexuel, c'est une opportunité. L'infidélité peut être aussi une opportunité. Parce que souvent, la personne qui a trompé, qui a trahi le couple, n'était pas nécessairement la première personne qui a trompé puis qui a trahi. Pas dans le sens qu'il y a eu une autre infidélité, mais que la personne, par exemple, qui s'est fait tromper d'un fois, ça fait longtemps qu'elle a abandonné la relation puis la sexualité. Puis apprend l'autre pour acquis, puis des fois, il y a comme un questionnement par rapport c'est sa faute à elle, ça. On s'entend? Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais je laisse ça clair. Mais pour arriver dans le processus d'acceptation, des fois, sans que nécessairement ça vienne justifier ou que ça vienne donner raison à la personne qui a trompé, il faut quand même que la personne qui a été trompée se questionne. Elle n'est pas nécessairement toujours responsable, la personne, ou elle n'a pas nécessairement une part de responsabilité, mais elle doit avoir ce questionnement. Pour réparer le couple, il faut que les deux aient réfléchi. C'est ça, oui. Puis généralement, on va commencer par la personne qui a trompé puis réparer cette situation-là. Mais souvent... Imagine, les deux arrivent, là, tu fais comme « Fait qui t'a trompé? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as fait? » Mais des fois, la personne, c'est comme ça qu'elle l'a justifié. C'était quand même, mais ça fait des années que non seulement on ne baisse pas, mais que tu as comme abandonné, en fait, notre couple. Fait que, oui, je me sentais tout à fait justifié. Puis non, j'ai même pas de culpabilité de l'avoir fait. Comme moi, tu m'as blessé. Moi, tu m'as ignoré pendant des années. Pourquoi est-ce que moi, je me sentirais mal puis que j'aurais de l'empathie pour le toi qui souffre quand moi, ça fait peut-être des années aussi que je souffre. Il y a des couples qui sont terminés mais qui habitent encore ensemble mais que ça fait 4 ans qu'ils sont plus là. Hein. C'est ça, oui, exactement. C'est intéressant. Puis, non, j'avais une bonne question là-dessus. Sûrement. Oh my God, je l'ai oublié. C'est pas grave. Je voulais... Ah oui! On va finir en parlant de... Ah non, excuse-moi. C'est-tu vrai que c'est 50% des gens qui vont vivre de l'infidélité dans leur couple? Ou dans leur vie, on dit que c'est une personne sur deux? C'est-tu une statistique exagérée? Oui, on tourne alentour... les statistiques tournent alentour du genre 42, 45, 48, là, selon les études. Puis il y a une certaine différence entre les hommes et les femmes. Mais ça reste quand même dans les mêmes pourcentages. Fait que ça veut dire que, tu sais, dans les couples ou dans les gens qu'on connaît de 60 ans, mettons, ou 50 ans... Il y a eu des histoires, là, puis il y en a qui ont passé par-dessus, il y en a qui se sont laissés. Mais je veux dire, c'est commun, là. Oui, quand même assez. OK. Ça rend pas ça moins grave, là, mais c'est commun. Revenez-en. Oui. Non. Je voulais qu'on parle d'un dernier sujet. OK, on a encore un petit peu de temps. Oui, OK, un dernier petit sujet qui celui-là aussi m'interpelle, c'est quand j'entends dans les médias que les jeunes ont moins de relations sexuelles que les plus vieux. Ça revient. C'est comme des fantômes qui reviennent régulièrement. On dit les milléniaux ou tout. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qui explique ça si c'est vrai? Les études semblent faire ressortir qu'effectivement, les jeunes ont moins tendance à faire l'amour que leurs prédécesseurs. À âge égal ou en ce moment? Parce que je veux savoir, est-ce que les gens de 70 ans font plus l'amour que les gens de 20? Là! Je ne sais pas qu'est-ce que l'étude a nécessairement. Ouais, je pense que c'était par rapport à dans la vingtaine. Je pense que ça pourrait un peu me troubler. Oui, mais je pense que c'était plus par rapport à qu'est-ce qu'il faisait dans ces années-là. Puis peut-être que les chiffres aussi, là, si c'est effectivement comme ça que l'étude a été faite, est-ce que les gens se rappellent vraiment jusqu'à quel point qu'ils baisaient dans ce temps-là? Dans le noir et blanc. Oui, c'est ça, en noir et blanc. Il y a 30 ans, je me rappelle que... Là, dans les sondages, quand on demande combien les gens font, c'est toujours 3 fois par semaine, puis c'est probablement pas ça. C'est 2,5. C'est 2,5? Il y a comme une demi là-dedans qui semble rentrer. Mais moi, ce critère-là ou cette fréquence-là, je lui donne très peu d'importance parce que, tout comme je disais tantôt, quand tu considères le sexe par pitié, je m'en fous un peu que ça soit 2,5 ou 3 ou 4. Moi, c'est correct. Eux, c'est du pitié. C'est pas nécessairement bon. Il y a des gens qui sont super heureux. Ils font ça genre 1 fois ou 2 semaines, mais ils ont du bon sexe. Puis il y en a qui font ça 3 fois semaine, 5 fois semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est du bon sexe pour tout le monde. Mais pour les jeunes, comment on explique qu'ils seraient moins portés sur la sexualité? Moi, je pense que, par rapport au sujet qu'on parlait tantôt, je pense que le consentement a pris une ampleur beaucoup plus importante pour cette génération-là. C'est-à-dire qu'on faisait l'amour sous, puis non, pas nécessairement avec le consentement avant. Je pense que c'est un peu dark comme idée, mais ça se peut qu'il y ait eu beaucoup de bébés et de relations sexuelles. Moi, je pense que ça joue. Je pense pas que c'est le seul critère, mais je pense que c'est un des facteurs qui joue, parce que les gens, effectivement, sont beaucoup plus conscients de comme
OK, mais si on le fait, c'est parce qu'on a tous les deux le goût. Et donc, si on n'a pas tous les deux le goût, ben on le fait pas. Donc, ça diminue nécessairement la fréquence qu'il va avoir. Au moins de 0,5 par semaine. Exactement. On tombe vient à 2. d'expliquer 0,5. On est tombé à 2. Mais je pense aussi que, il y en a plusieurs, avec les médias sociaux, tout ça, toute l'interaction humaine, les gens il y a sont... moins de rencontres, Oui, moins de bars, il y a moins de sorties. Exactement. Okay. Puis les gens se rencontrent sur des applications. Fait que les habiletés sociales sont peut-être un peu déficitaires. Donc ça, je pense que oui, ça, Vanessa, ça vient jouer. J'allais dire, ils ont l'Internet maintenant, puis il y a tout l'aspect de la pornographie aussi en ligne là, qui est disponible puis qui a explosé. Là, puis maintenant, les gens... tu sais pas. Avec leurs mains, généralement, je pense que on voit que l'exploration sexuelle commence peut-être un peu plus tôt, sans mener nécessairement à des relations sexuelles, mais c'est qu'on va tomber sur du contenu sexuel explicite, de plus en plus violent aussi. Les parties de sous-sol, les gamers, rester sur Internet plutôt que faire des sorties sociales, je pense que ça a beaucoup changé. Là. Je pense que les générations plus jeunes, effectivement, vont moins d'un bar. On le voit qu'il y en a moins, il y a moins d'occasions de sortie. Ça peut expliquer une partie de ça, je comprends. Fait que ça serait pas nécessairement un choix... c'est pas nécessairement revendiqué comme on veut moins de sexe, on en fait moins, on trouve ça moins important. C'est les occasions qui seraient moins là. Oui, puis je pense qu'ils sont aussi plus au courant ou plus conscients de leurs insécurités par rapport à la sexualité, puis ils veulent juste l'éviter. Tandis qu'avant, il y avait... Ils assument... Oui, bien, je pense qu'ils assument davantage. Je ne peux peut-être pas assumer, mais du moins, ils évitent davantage leurs insécurités, tandis que les anciennes générations, c'était comme, mais t'as pas le choix, là, vas-y. C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'on parle d'une diminution du sexe hétérosexuel? Parce que moi aussi, ce que j'entends chez les jeunes, c'est que maintenant, la sexualité passe pas nécessairement par la pénétration. On va avoir du sexe lesbien, on va avoir du sexe entre personnes queer, on va essayer d'autres affaires. T'sais. Oui, ça doit jouer. Là, il faudrait vraiment aller voir, est-ce que l'étude a vraiment fait la distinction entre... Je pense que quelle il était peut la dire, définition? vous êtes deux filles, vous avez fait du sexe, ça compte pas. Ben, c'est weird. Mais c'est parce que quand tu poses la question aux gens, quand tu dis ils pensent des pénétration relations toujours. Ben, OK. Ils peuvent. Ah, mais est-ce que ça a été clarifié? Est-ce qu'on a identifié à travers la recherche? Généralement, les recherches d'aujourd'hui, si ça a bien été fait, les questions sont claires. on va poser plusieurs questions. Est-ce que vous avez fait du sexe oral dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous avez fait telle pratique? Puis après ça, les chercheurs vont dire... On donne un pointage, ça vaut 2 points, ça vaut... Mais ils vont être capables de dire, OK, les gens ont des relations sexuelles, tandis que si tu poses la question, avez-vous eu des relations sexuelles dans les 6 derniers mois, les gens vont dire... Bill Clinton dit non. Non! Exactement. Exactement. Mais d'habitude, dans les recherches, maintenant, on va aller chercher ça, mais peut-être qu'effectivement, ça n'a pas été fait. Est-ce que ça diminue le pourcentage? Ça reste à questionner. Parce que là, après ça, là, on a toujours... Ça aussi, c'est des idées récurrentes qui sont encore plus présentes avec les AI et tout, là, mais... à savoir que les gens sont isolés, puis là, ils tombent en amour avec leur ChatGPT ou avec des robots. Puis non, mais c'est toujours traité de manière un peu sensationnaliste puis ridicule, puis on rejette un peu du revers, mais c'est-tu réaliste de penser que des gens, puis un nombre non marginal de gens qui pourraient avoir des relations affectueuses et pas sexuelles, là, mais avec des ChatGPT puis des trucs comme ça? Oui, on le voit déjà, en fait, que c'est assez populaire. Là. Je ne sais pas si c'était même dans les millions de gens là, qui sont sur ces applications-là. À parler de sexe, puis d'avoir... mais d'avoir un genre de sex bot. Là, du sextape, pas du sexting, là, ce qu'on voit. Oui, c'est ça, avec un chatbot. Oui, mais même des avatars, puis de la technologie 3D, là, avec je dis ça comme si j'étais une experte. Mais ça, c'est de la porn. Ça, je pourrais un peu plus comprendre. Tu peux te créer un avatar sur mesure. Là. Il y a mon collègue Jean Bourbeau qui a fait un dossier sur Urbania là-dessus. C'est ça, là, c'est de se créer une blonde sur mesure qui comble ses besoins sexuels. Puis, tu peux voir toute l'activité. C'est peur, hein? Pour de vrai, ça fait peur un peu. Parce qu'après ça, la suite des choses, c'est des gens de plus en plus inaptes sociales. Puis, qui vont rester, c'est comme les dystopies qu'on voit là, rester genre en bédaine, camisole, moutarde avec leurs gros goggles. Puis, genre, le reste, je ferai pas le reste, là, parce que. Mais tu sais, mais ils feront le reste. Mais pour moi, d'ici 10 ans, ça va devenir quelque chose qui va être accepté. Je pense pas un problème de santé, de société. Non, pas du tout. Moi, je pense que ça va venir accepter. Ça l'est déjà pas mal. Je veux dire, les gens réagissent un peu. Pas par moi, là. On trouve ça un peu marginal, mais les gens sont comme... Mais c'est pas sain. Quand on demande aux gens, est-ce que vous seriez prêt à avoir une relation ou rentrer en relation avec un chatbot, un bon pourcentage, là, je pense que c'était comme 25 à 35 On enlève le sexe. Moi, juste les gens qui parlent avec leur téléphone, je les trouve coucou. Fait que je suis vraiment pas rendu là. Mais ça va devenir je trouve ça weird, les gens qui parlent.
Hey, chat, puis il leur donne un nom, là, puis j'ai du monde dans mon entourage. Là. Est-ce que je devrais aller là ou ça? Qu'est-ce que je devrais manger ce soir? Je fais comme, qu'est-ce qui se passe, gang? Là? Ben moi, je l'utilise comme si, psy à rabais, le chat GPT quand même. Tu vas virer en psychose. Tu as vu l'article dans le Journal de Montréal? Oui, mais il y a toujours... Il a prêté son téléphone au policier. Il dit parler avec. Le chatbot, il disait, il est correct, allez-vous-en. Non, mais tu sais... Vous avez lu la nouvelle? Personne ne sait de quoi je parle. Non. Le gars était clairement... Ça faisait 7 jours qu'il parlait non-stop, 24 heures par jour à son chatbot. Sa famille était inquiète, puis lui, il pensait avoir développé... il pensait que son chatbot avait développé une conscience que personne d'autre avait jamais eue. Puis là, il parlait à sa famille, il dit « J'ai débloqué des capacités chez les chatbots. » Puis elle est rendue une vraie personne avec des émotions. Là, ils ont fait P36, je sais pas trop quoi, ils ont appelé la police, ils ont dit « Il fait une psychose, notre frère. » Puis ils sont arrivés. Puis là, lui, il chattait. Il dit « La police est là! » Puis qu'est-ce que je dois faire? Puis là, le chatbot, il disait « Dis-leur que t'es correct, que t'es avec moi, puis tout va bien. » Mais là, ils sont en train de dire qu'il faut qu'ils m'amènent. Je vais te les prêter. Puis il a prêté le téléphone aux policiers. Puis les policiers ont chatté avec le chatbot. Puis on a les grabs. Voilà. Mais c'est ça, je veux dire, ça va devenir normal. Tu sais, regarde comment les policiers ont rentré en relation assez rapidement avec le chatbot. Fait un moment donné, tu vas amener ta blonde, elle va être sur ton cellulaire ou ton chum, c'est comme, voici Julie. Qu'est-ce qu'elle prend pour manger? Qu'est-ce qu'elle prend pour manger? Elle est végétarienne. Non, mais tu sais, le film Her, là, avec Joaquin Phoenix, là, ça se passe genre en 2024, là, ce film-là. Puis honnêtement, pour un film qui fait il y a 10 ans, tu sais, au début, quand on a vu ce film-là, vous vous rappelez, hein, c'est comme un gars qui développe une relation avec son assistant vocal avant de se rendre compte. C'est Scarlett Johansson qui fait la voix suave. Puis avant de se rendre compte que finalement, tout le monde a le même assistant vocal puis qu'elle a des relations avec tout le monde. Puis quand ce film-là est sorti, on était tous comme, ben voyons donc, il est-tu épais, tombe en amour avec son robot, puis 10 ans plus tard, c'est vraiment ça. On est dans Black Mirror. C'est ça. La conclusion de cette première partie, on va faire... Merci. Merci Vanessa. On va prendre une petite pause tout le monde, puis on revient après.